Bonjour tout le monde, bonjour. Je remercie la formation, la direction de la formation continue du ministère de la Santé pour pour l'organisation de cette formation médicale continue, pour la participation dans ce projet STAMI qui, depuis, je pense, ça fait 4 ans qu'on est en train d'œuvrer pour que ce projet connaisse vraiment le jour et pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, le projet STAMI, c'est tout simplement la prise en charge de l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Et c'est un réseau qui a été établi entre les centres de référence et les différents EPH pour aider les médecins urgentistes qui sont de garde pour les guider pour la prise en charge de ces syndromes coronaires aigus avec sus-décalage du segment ST. Donc vraiment, j'ai l'honneur de faire partie de cette équipe et de former les médecins urgentistes dans ce domaine-là. Alors, comme petite introduction, vous savez que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, y compris en Algérie. C'est tout simplement l'occlusion brutale d'une artère coronaire, dans la majorité des cas par une complication athérothrombotique, pratiquement dans plus de 90% des cas, c'est une complication de l'athérosclérose coronaire. Alors, pourquoi c'est une urgence médicale, ces syndromes coronaires aigus? Parce que ça peut engager le pronostic à court terme par des complications rythmiques, des troubles du rythme qui sont graves, à type d'extrasystole, à type, pardon, de tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire et bien sûr l'arrêt, et troubles, bien sûr, également des troubles conductifs. Il y a également des complications hémodynamiques qui peuvent survenir à la phase aiguë, telles que l'état de choc, l'insuffisance, l'œdème aigu du poumon, etc. Alors, donc c'est une urgence, premièrement diagnostique, parce qu'il faut reconnaître le plus rapidement possible ces syndromes coronaires aigus et surtout avec sus-décalage du segment ST parce que il y a une urgence thérapeutique. Dès que l'artère coronaire est occluse, il n'y a plus de perfusion au niveau du myocarde et donc si l'occlusion dure dans le temps, il y aura de la nécrose. Et donc, il y a une urgence thérapeutique. Il faudrait lever cet obstacle en urgence. Il faut faire une recanalisation de l'artère qui a été thrombosée, car plus on tarde dans la prise en charge, plus on perdra du muscle et peut-être même on aura par la suite toute la région qui va plus, enfin le territoire, tout ce territoire coronaire va être myocardique et vascularisé par cette artère coronaire, ne sera plus viable. Alors, je commencerai par un cas clinique, un seul cas clinique. C'est ce que vous voyez tous les jours en consultation. Vous êtes de garde aux urgences médicales. Vous recevez en consultation un homme âgé de 53 ans pour la prise en charge d'une douleur thoracique constrictive, évoluant depuis 2h30 minutes. Ça, c'est un délai, c'est pas l'horaire, hein. C'est un- Alors, un visage couvert de sueur et accompagné de vomissements. Vous faites, comme toujours, un examen clinique, un rythme régulier, pas de souffle, des murmures vésiculaires qui sont bien perçus aux deux champs pulmonaires, une tension artérielle systolique qui est de 120 mm de mercure et une tension artérielle diastolique qui est de 70 mm de mercure. Une fréquence cardiaque à 70 par minute, une saturation en oxygène qui est de 96%. Le poids est de 70 kg. Je vous laisse quelques secondes pour regarder encore le cas clinique. Donc, l'âge, gardez en tête que c'est un homme, 53 ans, douleur constrictive, et puis les autres paramètres qui sont là. Alors, première question, quelle va être votre démarche diagnostique? Est-ce que les données que je vous ai données sont suffisantes pour évoquer un diagnostic? Alors, vous savez que je n'ai pas donné tout, hein. J'ai juste donné une douleur thoracique constrictive. Alors, dans le thorax, il n'y a pas que le cœur, hein. Il y a l'aorte, il y a les vaisseaux, il y a l'artère pulmonaire, ça peut être l'embolie pulmonaire, il y a le poumon, il y a la plèvre, donc il y a l'œsophage. Donc, je n'ai pas donné toutes les caractéristiques qu'il faut pour évoquer une douleur, douleur de l'origine de cette douleur thoracique.
Alors donc, il faudrait compléter les données de l'interrogatoire, il faut compléter les données de l'examen clinique, il faut compléter par l'interrogatoire également les antécédents familiaux du patient, ses antécédents personnels et surtout, faire un bilan de ses facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est toujours par l'interrogatoire. Alors, les données de l'interrogatoire vont rechercher surtout les caractéristiques de la douleur. Vous complétez les caractéristiques de la douleur par, bon, je vous donne c'est une douleur de repos exacerbée à l'effort, qui est prolongée, qui dépasse plus de 20 minutes. Elle est de siège rétrosternal, qui irradie au dos et le poignet gauche. Vous faites un test à la trinitrine qui ne calme pas la douleur. Et c'est une douleur qui est survenue le matin de bonne heure. Alors, vous continuez également l'interrogatoire de votre patient à la recherche de ses antécédents personnels. Il n'a aucun antécédent personnel. Ces antécédents familiaux, qui sont très très importants dans le contexte d'une douleur thoracique, à la recherche d'une coronaropathie, d'une maladie, d'une coronaropathie précoce. Alors, il a eu les coronaropathies précoces, c'est-à-dire la survenue d'une mort subite ou bien d'un infarctus dans un membre de la famille, chez un membre de la famille qui doit survenir, bien sûr, de façon à un âge précoce. C'est très, très important. C'est pas... Alors, l'âge précoce, c'est 55 ans. C'est moins de 55 ans chez l'homme et moins de 65 ans chez la femme. Alors, il a eu comme antécédents familiaux mort subite chez le frère à l'âge de 42 ans et un infarctus chez le père à l'âge de 53 ans. Donc, il cumule quand même des antécédents familiaux qui sont quand même assez lourds de coronaropathie. Alors, ces facteurs de risque cardiovasculaire, il fume. C'est un ancien fumeur et il se dit qu'il a une dyslipidémie. Tout ça, c'est les données de l'interrogatoire qu'il faut rechercher à tout prix. Alors, vous continuez les données de l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, c'est pas pour poser un diagnostic des syndromes coronaires aigus, mais surtout pour augmenter la probabilité d'une maladie coronaire. Ça, c'est très important. Deuxièmement, rechercher un diagnostic, éliminer un diagnostic différentiel. Ça, c'est également important. Et troisièmement, si c'est vraiment un syndrome coronaire aigu, rechercher une complication du syndrome coronaire aigu. Alors, les données de l'examen clinique, l'examen vasculaire est très important. Chez notre patient, il est normal. Vous allez palper les pouls, tous les pouls. C'est très important. Chez notre patient, les pouls sont présents et symétriques. Vous allez même ausculter l'aorte abdominale et vous auscultez les carotides pour rechercher éventuellement un souffle. C'était normal chez notre patient. Et vous allez prendre la tension artérielle au niveau des deux membres, au niveau des deux bras. C'est très important pour rechercher une différence entre les deux, la pression artérielle entre les deux bras qui va évoquer peut-être une dissection de l'aorte. Alors, l'examen vasculaire, quand vous le faites, c'est pour augmenter la probabilité de la maladie coronaire. C'est-à-dire que s'il a une athérosclérose extracoronaire, c'est probablement que la douleur thoracique est probablement d'origine d'une complication d'une athérosclérose. Alors, vous auscultez le cœur. Si vous recherchez, par exemple, un souffle diastolique, s'il existe avec une pression artérielle existe une différentielle entre les deux pressions artérielles au niveau des bras, vous évoquez la dissection de l'aorte. Alors, si vous auscultez le poumon, vous trouvez une abolition des murmures vésiculaires, vous évoquez peut-être l'origine pulmonaire. Alors, si vous auscultez un frottement péricardique, vous auscultez plutôt c'est une douleur péricarditique, etc. Donc, et si vous auscultez par exemple des crépitants ou bien un bruit de galop, vous évoquez peut-être une complication du syndrome coronaire aigu qui se complique par exemple par un OAP. Donc, l'examen clinique est là, je le répète, pour faire un diagnostic différentiel et pour rechercher une complication du syndrome coronaire aigu. Donc, cette étape vous paraît ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas vrai. Généralement, on prend maximum 5 minutes pour faire cet interrogatoire et faire le tour de cet examen clinique. Alors maintenant, à quel diagnostic pensez-vous avec toutes ces données que je viens de compléter?
Alors, le premier diagnostic à évoquer, c'est probablement le plus important, le plus urgent et le plus probable chez ce patient, c'est les syndromes coronaires aigus. Alors, comment on l'a évoqué? Premièrement, suivant les caractéristiques de la douleur thoracique, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les antécédents familiaux du patient et les facteurs de risque. Il fume et il est fumeur et il a une dyslipidémie. Donc, il cumule beaucoup quand même de facteurs de risque qui peut orienter vers un syndrome coronaire aigu. Alors, il y a deux types dans la classification des syndromes coronaires aigus. Il y a deux types de syndrome coronaire aigu. Et cette classification, elle est basée sur le tracé ECG et sur le sus-décalage, sur l'existence du sus-décalage du segment ST ou non. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand vous suspectez un syndrome coronaire aigu, premier examen complémentaire et le plus important, c'est de demander un électrocardiogramme. Vous allez bien sûr interpréter l'électrocardiogramme et vous allez être attiré vous allez directement vers le segment ST. Alors le segment ST, vous le voyez, s'il est sus-décalé, ça c'est ce qui est important, vous dites, on est en face d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, ou bien s'il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, quelles que soient les anomalies électriques, vous dites, on est en face d'un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Alors, le thème d'aujourd'hui, bien sûr, c'est le sus-décalage du segment ST. Alors, quand vous avez sur un tracé électrique un sus-décalage persistant du segment ST, dans votre tête, il faudrait avoir que anatomiquement ou bien du point de vue physiopathologique, ça correspond à une occlusion totale d'une artère coronaire, généralement par une complication de l'athérosclérose. Et généralement, c'est une plaque d'athérome qui va se fissurer, qui va s'ulcérer, qui va s'éroder, mais quel que soit le mécanisme qui est derrière, il y a une agrégation plaquettaire qui va s'installer. Il y a formation du clot plaquettaire. Et puis par la suite, il y a un phénomène de coagulation. Il y a de la fibrine qui va se déposer. Et donc, vous allez avoir le caillou, bien le caillou sanguin ou bien le thrombus qui est formé, qui va occlure complètement cette artère coronaire. Et donc, il n'y a plus de perfusion au niveau du myocarde qui va se vasculariser par cette artère coronaire. Et donc, vous avez la souffrance qu'on appelle le sus-décalage du segment ST, ou tout simplement, c'est la souffrance transmurale de myocardique. Alors maintenant, après avoir évoqué ce syndrome, le diagnostic de syndrome coronaire aigu, quelle sera votre attitude maintenant? C'est très simple. Dans les recommandations, ça c'est les dernières en 2017 ou même les 2023, les dernières recommandations en 2023, il faudrait devant toute douleur thoracique évoquant un syndrome coronaire aigu, il faut faire rapidement sans dépasser les 10 minutes, ça c'est le maximum, hein, vous pouvez le faire en moins de 10 minutes, de faire un électrocardiogramme, 12 dérivations. Ça c'est très important. Ça, il faut le faire en moins de 10 minutes. Entre l'interrogatoire et la réalisation d'un électrocardiogramme, il ne faut jamais dépasser les 10 minutes, sinon le réseau n'est pas efficace. Et donc, cet électrocardiogramme doit être fait au premier contact médical. Ça peut être par le SAMU, ça peut être par l'urgentiste, ça peut être même un paramédical qui est vraiment formé dans le domaine des syndromes de coronaire aigu. Par exemple, il travaille tout le temps au niveau des urgences, donc il est confronté à ces situations-là. Et donc, il peut de prendre l'initiative de réaliser un électrocardiogramme. Et bien sûr, c'est le médecin qui va l'interpréter. Alors, le CG de notre patient, on a fait 12 dérivations. Alors, il faut regarder comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, il faut étape par étape pour interpréter un électrocardiogramme. Ce n'est pas l'objectif de notre présentation aujourd'hui, de notre réunion, mais vous allez regarder directement le segment ST. Alors, il faut regarder le segment ST dérivation par dérivation. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas regarder une seule dérivation, dites qu'il y a un sus-décalage. Non, il faudrait, par exemple, je passe par D1. Moi, je trouve déjà que c'est un sus-décalage du point J. Le point J, c'est le raccord entre la branche descendante de l'onde R et du segment ST. Et vous allez le comparer par rapport à la ligne de base qui est là. Donc, il y a un sus-décalage du point J en D1 vous regardez en D2, il n'y a pas. En D3, il y a plutôt un sous-décalage du segment ST.
En AVR, généralement, on ne regarde pas AVR quand il y a dans le sud du segment ST, mais elle peut avoir une signification dans d'autres situations. Alors, vous avez en AVL un sus-décalage également du point J. En AVF, il y a un sous-décalage du point J. Regardez également en V1, sus-décalage qui est près de 0,5 mm. En V2, regardez, par rapport à la ligne de base, il dépasse facilement les 3 mm. En V3 également, en V4 également. Et V5, il est très, très, très discret. Et V6, il n'y a pas de sus-décalage. Donc, on a vu les 12 dérivations. Vous avez remarqué que le sus-décalage intéresse D1 AVL. Il est de V1 jusqu'à V5, avec un sous-décalage qui existe en D3 et AVF. Ça, c'est d'interprétation de façon globale. Mais pour dire qu'un sus-décalage vraiment correspond à un syndrome coronaire aigu ou bien un infarctus avec sus-décalage du segment ST, là, il faudrait que ça répond à des critères de définition qui sont reconnus par les sociétés savantes. Alors ça, c'est les recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2012 qui n'ont pas changé. C'est les mêmes critères. Il faudrait avoir un sus-décalage du segment ST à partir du point J dans au moins deux dérivations contiguës. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut lire tout l'électrocardiogramme en même temps, deux dérivations contiguës, c'est-à-dire qui explorent le même territoire coronaire. Ça, c'est très important. Alors, avec ces critères-là, il faudrait avoir dans toutes les dérivations le sus-décalage du segment ST doit être supérieur à 1 mm, supérieur ou égal à 1 mm dans toutes les dérivations, sauf en V2 V3, alors qu'il doit tenir compte de l'âge et du sexe. Alors, si on voit que c'est un homme, alors s'il est jeune de moins de 40 ans, il faudrait que le sus-décalage en V2 et V3 doit être minimum supérieur ou égal à 2,5 mm. Et s'il est âgé de 40 ans et plus, il faudrait que le sus-décalage en V2 et V3 doit être un minimum de 2 mm. Donc, ça, c'est des critères qu'il faut rechercher. Il faut être très critique pour les rechercher pour dire que réellement c'est un sus-décalage qui a un sens. Parce que dans ces dérivations V2, V3, on peut avoir des sus-décalages qui n'arrivent pas à ces critères-là et qui n'ont pas de relation avec un infarctus du myocarde. Alors, par contre, chez la femme, quel que soit son âge, il faut avoir en V2 et V3 soit supérieur ou égal à 1,5 mm. Donc, toutes les dérivations supérieures ou égales à 1 mm, sauf en V2, V3, qui dépendra du sexe et de l'âge si c'est un homme. Alors, je reviens vers notre patient. Alors, en D1, on a remarqué qu'il y avait un sus-décalage du segment ST qui dépassait 1 mm. Il y avait un sus-décalage du segment ST qui dépassait les 1 mm en AVR. Donc, déjà, on a deux dérivations contiguës qui explorent le même territoire coronaire, d'accord, et qui répondent à la définition d'un sus-décalage du segment ST. On repasse à V2, V3 dans les dérivations antérieures. Alors en V2 et V3, je vous ai dit que là, c'est un homme qui est âgé de 53 ans, donc il a plus de 40 ans. Et dans le sus-décalage doit être un minimum de 2 mm, et là, il dépasse réellement. Là, il est à 3 mm en V2, il est pratiquement à 5 mm en V3. Bon, V4 et V5, c'est 1 mm. Donc, on a D1 AVL, de V2, V3 jusqu'à V4. Ça, c'est des sus-décalages qui sont vraiment significatifs et qui répondent à des critères électriques d'un infarctus du myocarde. Et donc, vous êtes en droit de dire qu'on est face à un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST ou bien carrément vous dites c'est un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Regardez ce sous-décalage en D3 et en AVF, ça vous rassure, c'est les images en miroir dans les dérivations qui sont en face de l'infarctus du myocarde. Ils enregistrent le contraire. Au lieu d'avoir un sus-décalage en V2 et V3, vous avez plutôt un sous-décalage en D3 et AVF. C'est tout simplement des images en miroir dans ces territoires-là. Et là, ça vous rassure réellement que c'est un infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST et il est en phase aiguë. Ça, c'est vraiment, si vous avez la chance d'enregistrer des images en miroir,
C'est vraiment le diagnostic. Il n'y a pas d'autre de diagnostic. Vous êtes sûr que vous êtes face à un ST, un ST+. Alors, de ne pas Recording in avoir progress. le fait de ne pas avoir ces images en miroir ne veut pas dire qu'il faut exclure le diagnostic, bien entendu. S'ils sont là, tant mieux, ça nous rassure pour le diagnostic. S'ils ne sont pas là, on peut évoquer également le diagnostic de sus-décalage du segment ST. Alors, les territoires, je vous ai dit qu'il faut interpréter quand on est face à un ST+, en fonction des territoires coronaires. Parce que chaque artère coronaire va vasculariser un territoire myocardique. Et bien sûr, chaque territoire myocardique va avoir une expression, va s'exprimer s'il y a une occlusion d'une artère coronaire, va s'exprimer par un territoire, par des dérivations, par des anomalies au niveau de certaines dérivations qui sont des dérivations quantiques qui vont explorer la même artère coronaire. Alors, parmi ces territoires qu'il faut rechercher, quand vous avez un sus-décalage en D1, il faut voir son ami, enfin, la dérivation amie, si vous voulez, quantique qui est AVL et ce qu'on appelle le territoire latéral haut. Alors, il faudrait, si vous avez un sus-décalage uniquement en V5, regardez également V6, c'est le latéral qu'on appelle latéral bas. Si vous avez un sus-décalage en D2, regardez D3, regardez également AVF. Ce sont les dérivations quantiguës. Et si vous avez un sus-décalage dans ce territoire-là, on appelle ça le territoire inférieur. Si vous avez un sus-décalage en V1, V2, V3 jusqu'à V4, on peut même aller jusqu'à V6 et même en D1 AVL, c'est le territoire antérieur. Et si vous avez un sus-décalage en V3R et V4R, vous allez voir ça avec le professeur Benoît, c'est tout simplement en décale. On va explorer si vous êtes face à un infarctus du ventricule, un infarctus inférieur, vous faites les dérivations droites. Si vous avez un sus-décalage dans ce territoire, c'est un ventricule droit. Et vous pouvez même enregistrer les territoires postéro-basales V7, V8, V9. Quand votre CG électrocardiogramme est normal sur les 12 dérivations, vous continuez les postéro-basales. Si vous avez un sus-décalage du segment ST dans ces territoires-là, donc, vous êtes face à un infarctus postérieur ou bien on appelle également postéro-basal. Donc, l'électrocardiogramme doit être interprété, c'est très important, en fonction du territoire coronaire et qui correspond tout simplement à un territoire myocardique. Alors, maintenant, le diagnostic a été posé. Vous savez que ça prend maximum, je dis bien 10 minutes. Hein, je dis bien maximum, il ne faut pas dépasser les 10 minutes entre l'interrogatoire, l'examen clinique et l'enregistrement de l'électrocardiogramme et poser le diagnostic d'un ST+. C'est 10 minutes. Et donc, ça va être lancé maintenant. La prochaine étape, c'est le traitement. Je vous ai dit que c'est une urgence médicale. Le temps, c'est du muscle. Plus vous perdez du temps, il y a du myocarde qui va partir. Et bien sûr, plus le myocarde va être nécrosé, plus ça va altérer la fonction ventriculaire gauche. Et bien sûr, il peut même y avoir une insuffisance cardiaque qui va s'installer à la phase aiguë ou bien même dans le suivi du patient. Alors, il faudrait, l'artère coronaire est complètement bouchée. La seule façon de traiter ce patient, c'est de faire déboucher, enlever ce thrombus qui est en train d'occlure cette artère coronaire, et c'est ce qu'on appelle la reperfusion myocardique. Alors, la reperfusion myocardique s'adresse à des patients qui ont une douleur thoracique qui dure de moins de 12 heures. C'est très important parce qu'au-delà de 12 heures, pratiquement, on ne récupère pas beaucoup de cellules viables au-delà de ce délai. Et il faudrait également qu'il y ait un sous-décalage persistant du segment ST. Ça veut dire que si vous faites un électrocardiogramme à la phase, lorsque vous avez le premier contact médical, il faudrait le refaire quelques minutes après pour voir si le sous-décalage persiste ou non. Ça, c'est très important pour indiquer la reperfusion myocardique. Alors, la reperfusion myocardique, bah, je reviens vers la reperfusion myocardique peut, peut se concevoir de deux façons. Soit que vous avez un plateau technique de coronarographie et d'angioplasticien qui sont disponibles, et là, bien sûr, il faudrait faire une recanalisation ou bien une reperfusion par angioplastie primaire. C'est l'idéal. C'est l'idéal si vous arrivez
à faire ça dans les 120 minutes. Sinon, vous avez la deuxième éventualité, proposition ou bien choix, c'est de faire une fibrinolyse, ça veut dire vous injectez un médicament qui va liser, qui a la particularité de faire la lise du thrombus qui a été formé, ou bien la fibrinolyse du thrombus qui a été formé. Et bien sûr, là, le choix entre les deux techniques, c'est bien sûr l'angioplastie primaire fait mieux. Pourquoi? Parce que dans l'angioplastie primaire, on voit ce qu'on a fait. Ça veut dire c'est techniquement, on est en train de voir l'artère coronaire qu'on va déboucher par une dilatation au ballon et avec peut-être mise en place d'un stent. Par contre, dans la thrombolyse, on ne sait pas, on injecte un produit, on a des critères qui nous orientent vers un succès ou bien un échec, mais généralement, on ne sait pas si on a reperfusé totalement ou non cette artère coronaire. Et deuxièmement, dans la thrombolyse, on a généralement que 49 à 50% de succès de reperfusion après thrombolyse. Donc, si on a les moyens, si on a la possibilité de transférer le patient vers un centre d'angioplastie primaire, ce serait mieux, bien sûr, dans un délai qu'il faut respecter, qui est moins de 120 minutes. On fera l'angioplastie primaire, sinon, on en sera obligé de commencer par une thrombolyse. Bien sûr, vous faites un prélèvement sanguin, ça va de soi. Vous allez voir le bilan d'hémostase, c'est le TP, le taux de plaquettes, s'il n'y a pas une anémie. Vous faites le bilan rénal vous calculez le débit de filtration glomérulaire. Vous faites également la glycémie, une chimie des urines. Mais ceci dit, ce bilan est fait, mais sans retarder, bien sûr, le début du traitement. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans les délais de la reperfusion, vous faites ce bilan biologique, vous l'envoyez vers le laboratoire et vous entamez rapidement le traitement de reperfusion. Alors, dans ce traitement de reperfusion, il faut commencer. Chez notre patient, il a consulté après 2h30 du début de la douleur. Ça, c'est un délai. Ça veut dire il est dans un délai de moins de 12 heures. Donc, il doit bénéficier d'une reperfusion. Maintenant, alors, si votre patient est dans un centre où il y a du cathétérisme interventionnel, d'accord? Ou bien vous pouvez le transférer rapidement vers un centre de cathétérisme interventionnel en moins de 120 minutes, ça veut dire c'est maximum 2 heures, on préfère faire une angioplastie primaire. Ça va de soi. C'est clair. Et maintenant, si à partir du diagnostic, vous avez posé le diagnostic de STEMI, si votre délai dépasse les 120 minutes pour faire de l'angioplastie primaire, il faudrait ne pas perdre de temps. Il faudrait faire de la fibrinolyse, c'est en intraveineux, et il faudrait commencer la fibrinolyse en moins de 10 minutes. Ça, c'est très important. Ça, c'est des délais qui sont très importants. Donc, gardez en tête, à partir du STEMI diagnostic, ça veut dire à partir du moment où on a posé le diagnostic d'infarctus du myocarde avec sus d'écart du segment ST, on a un deuxième temps qu'il faudrait estimer, c'est 120 minutes pour faire une angioplastie primaire. Si on ne peut pas faire en moins de 120 minutes une angioplastie primaire, il faudrait faire une fibrinolyse. Et il faudrait l'entamer en moins de 10 minutes. Parce que si vous dépassez les 10 minutes, ça veut dire que vous n'êtes pas efficace dans le diagnostic, ni dans la prise en charge, ni dans la prise en charge thérapeutique des patients avec STEMI. Donc, notre patient, je me situe par exemple dans un centre qui est éloigné, il n'y a pas de salle de cathétérisme interventionnel. Mon patient consulte, il a 2h30 minutes du début de la douleur, donc il relève d'une reperfusion. Et puisque je ne peux pas le transférer dans une salle de cathétérisme, et ça dépassera les 120 minutes, donc on va entamer une fibrinolyse. Il faut l'entamer en moins de 10 minutes. Alors, la fibrinolyse, quand elle est faite dans les 6 premières heures, et généralement dans les 3 premières heures, elle a pratiquement, je dirais, dans les 3 premières heures, on a pratiquement le même résultat qu'une angioplastie primaire. Pourquoi? Parce que le thrombus est encore frais, la fibrine est encore fraîche, et donc on peut liser ce thrombus-là. Alors, bien sûr, quand on arrive à 12 heures du début de la douleur, quand on dépasse les 12 heures, la fibrinolyse n'a pas de place.
ça c'est clair, il ne faudrait pas l'utiliser. Et là, c'est plutôt passer la main aux angioplasticiens, enfin, transférer le patient vers un centre de cathétérisme interventionnel, éventuellement pour une angioplastie primaire, si le patient reste symptomatique. Donc, fibrinolyse, elle est faite dans les 12 premières heures. Au-delà de 12 heures, il ne faudrait plus proposer la fibrinolyse. Alors, quand on propose une fibrinolyse, il faudrait respecter les contre-indications. Vous allez voir que la fibrinolyse, ça va liser le thrombus et ça entraîne un risque hémorragique quand même élevé chez le patient. C'est vrai qu'elle va agir sur le thrombus, mais elle va agir sur tous les vaisseaux. Et donc, il y a un risque hémorragique qu'il faudrait rechercher, qu'il faudrait éliminer, qu'il faudrait respecter. Ça, c'est très important. Moi, des contre-indications à la fibrinolyse, il y a des contre-indications absolues. Alors, quand vous avez une de ces contre-indications, il ne faudrait pas faire cette fibrinolyse. Même si c'est la seule, même si c'est la seule, comment dirais-je, c'est le seul traitement pour ce patient. S'il y a une contre-indication absolue, il ne faut pas le faire. Alors, il faudrait faire un listing. Hein, vous mettez toutes ces contre-indications face à vous et vous allez commencer à cocher. Si vous cochez une de ces contre-indications, ça veut dire une contre-indication présente, c'est une contre-indication absolue, il faut pas faire la fibrinolyse. Alors, quand il y a des antécédents d'hémorragie intracrânienne ou bien d'accident vasculaire cérébral d'origine inconnue, et quelle que soit l'ancienneté de l'antécédent. Ça veut dire que dès qu'il y a AVC hémorragique ou bien un AVC et vous ne connaissez pas l'origine, le patient n'a pas ramené ses documents, vous considérez dans votre truc c'est hémorragique et vous ne faites pas de la fibrinolyse. Parce que s'il saigne dans son cerveau, ça deviendra quand même une erreur médicale. Et c'est quoi ces contre-indications? Ce sont des contre-indications qui entraînent le risque, l'hémorragie. Il y a un risque hémorragique très important et ce risque hémorragique peut être fâcheux pour le pronostic du patient. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire d'hémostase après. Et ça peut même soit laisser des séquelles graves, par exemple un AVC, soit entraîner une hémorragie qu'on va pas assurer une hémostase et ça va entraîner le pronostic vital du patient. Alors, deuxième contre-indication absolue, accident vasculaire cérébral ischémique dans les 6 mois précédents. Alors ça, c'est une contre-indication absolue. Atteinte ou néoplasie ou malformation artério-veineuse du système nerveux central. Un traumatisme majeur, une chirurgie, une blessure céphalique dans le mois précédent. Une hémorragie gastro-intestinale dans le mois précédent. Une anomalie de la coagulation connue. Une dissection de l'aorte, un point de ponction non compressible dans les 24 heures précédentes. Par exemple, il y a eu une biopsie hépatique, on ne peut pas faire de l'hémostase sur le foie, et une ponction lombaire, on ne pourra pas faire une hémostase s'il y a une hémorragie au niveau lombaire. Donc, ça, c'est les contre-indications absolues à une thrombolyse. Il y a des contre-indications qui seront relatives et qui se discutent au cas par cas. Et là, il faudrait prendre en considération le bénéfice qu'a ramené cette fibrinolyse par rapport au risque hémorragique. Alors, généralement, ça se discute généralement, je dis bien on se dit, c'est pas une décision qui est unilatérale, c'est on demande l'avis des autres pour, euh, pour, euh, pour décider de thromboliser un patient quand il y a une contre-indication relative. Alors, accident ischémique transitoire dans les 6 mois précédents. Un traitement anticoagulant oral. Alors, il faut faire un TP. Il faudrait pas qu'il y ait traitement anticoagulant oral. Ça, c'est parce que quand le patient est sous Cintran, il faudrait faire le TP. S'il est inférieur, il n'est pas anticoagulé, inférieur à 1, par exemple, un INR qui est de 1, ou inférieur à 2, pardon, un INR inférieur à 2, là, il n'est pas du tout anticoagulé. Vous pouvez entamer une thrombolyse. Mais s'il est entre 2 et 3, là, ça se discute. Il y a le risque hémorragique qui est élevé. La grossesse ou le postpartum de moins d'une semaine. Une hypertension artérielle réfractaire, alors une systolique supérieure à 180 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. Là, on peut faire baisser les chiffres tensionnels, d'accord? Et si ça devient inférieur à ces chiffres-là, on peut entamer la thrombolyse. Une maladie hépatique avancée, une endocardite infectieuse,
un ulcère peptique qui est actif, ou bien il y a eu une réanimation prolongée, ou bien un traumatisme. Donc, dans ces situations, il faut discuter et le bénéfice, il faudrait que ce soit vraiment le bénéfice à tirer de cette thrombolyse l'emporte sur le risque hémorragique. Alors, maintenant, vous avez décidé de faire la fibrinolyse. Alors, quelles sont les molécules à choisir pour cette fibrinolyse? Alors, nous avons la streptokinase existait en Algérie, n'existe plus, on ne l'utilise plus pour le ST, pour la fibrinolyse du ST+. Nous avons, qui sont disponibles, les produits, les molécules disponibles en Algérie, c'est l'altéplase et vous avez l'aténictéplase. Ça, c'est les deux molécules qui sont disponibles chez nous. Alors, l'altéplase, la particularité, c'est qu'on utilise, il faut avoir une seringue électrique et c'est une thrombolyse qui à peu près dure 1 heure et demie. Alors par contre, la ténectéplase, quand on va l'utiliser, c'est plutôt un bolus qui est adapté en fonction du poids du patient et en fonction de l'âge du patient, on va voir. Mais c'est un bolus, on va injecter, c'est pratiquement en moins de 5 minutes, on aura terminé notre thrombolyse. Donc, si généralement les équipes d'urgence préfèrent plutôt injecter la ténectéplase pour la facilité d'injection, la facilité d'utilisation de ce produit. Alors, si vous utilisez la ténictéplase, il faut prendre en considération pour la dose, s'il faut prendre en considération le poids du patient. C'est très important, le poids du patient et l'âge du patient. Si votre patient a un âge inférieur à 75 ans, vous allez donner toute la dose qui a été calculée par rapport au poids. Si votre patient a un âge de plus de 75 ans et plus, vous allez donner la moitié de la dose. Chez notre patient, il est âgé de 53 ans. Je pense il avait moins il avait à peu près, je pense, si je me trompe pas, 70 kilos. Il était entre 70 et 80 kilos. Donc, la dose calculée par rapport au poids, entre 70 et 80 kilos, c'est 40 milligrammes. Ça, c'est les recommandations. Vous pouvez trouver les doses facilement. Donc, il aura la dose totale de sa ténictéplase. Alors, donc ça, c'est la fibrinolyse va agir sur la fibrine. Il y a un phénomène d'agrégation plaquettaire. Il faut bloquer à tout prix cette agrégation plaquettaire parce qu'après fibrinolyse, si vous n'arrêtez pas, si vous ne bloquez pas cette agrégation plaquettaire, votre patient va encore retromboser cette artère coronaire. Et à tout prix, vous allez donner de l'aspirine à dose de charge à 150 à 300 milligrammes par jour, pardon, par jour, 150 à 300 milligrammes par voie orale. Alors maintenant, s'il n'y a pas de vomissement, s'il y a des vomissements, vous pouvez utiliser 75 à 200 milligrammes d'aspirine en intraveineux. Alors, le lendemain, vous donnez une dose de 75 à 100 milligrammes par jour. Et c'est un traitement qui va au long cours. Associé, quand on fait de la fibrinolyse, le deuxième antiagrégant plaquettaire, c'est un inhibiteur des P2Y12. C'est le clopidogrel qui est validé dans les recommandations. On donnera du clopidogrel. Alors, si notre patient revient à l'âge du patient, si le patient est âgé de moins de 75 ans, on va donner une dose de charge de 300 milligrammes par jour. En même temps, c'est 4 comprimés en même temps 300 milligrammes et ce qui sera suivi le lendemain par une dose de 75 milligrammes par jour. Si votre patient est âgé de plus de 75 ans et plus, il ne faut pas donner de dose de charge, vous donnez que 75 milligrammes par jour et vous continuez à un comprimé par jour. Toutes ces précautions, c'est pour éviter l'hémorragie chez ces patients-là. Donc, plus le sujet est âgé, plus le risque hémorragique est important. Alors, l'énoxaparine, il faut arrêter la coagulation parce qu'il y a un phénomène de coagulation également, il faut le bloquer. Alors, c'est l'énoxaparine qui est validée dans le traitement dans la fibrinolyse. Il faut tenir compte de l'âge du patient, il faudrait tenir compte du poids du patient et également du débit de filtration glomérulaire chez le patient. On va commencer par l'âge. Alors, si votre patient est âgé de moins de 75 ans, on va donner un bolus en IV de 30 mg d'énoxaparine. Vous faites un chrono. 15 minutes après cette dose en IV, vous rajoutez 1 mg par kilo en sous-cutané. C'est très important. Il faudrait donner la même dose 1 mg par kilo 12 heures après et vous pouvez continuer à donner 2 fois par jour
S'il y a une indication, il ne faudrait pas dépasser les 8 jours. Alors, il faudrait, si votre patient a plus de 75 ans, il ne faut pas donner de bolus, ça c'est clair. Il ne faut pas donner de bolus et il faudrait, la première dose que vous allez donner, c'est 0,75 mg par kilo pour, en sous-cutané en deux prises. Maintenant, si votre patient a une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute et par 1,73 mètres carrés, ça veut dire que c'est une insuffisance rénale qui est quand même avancée. On ne donne qu'une seule dose d'énoxaparine. Donc, ça, c'est les précautions à prendre pour le traitement anticoagulant. Alors, si votre patient a une insuffisance rénale, on peut utiliser également l'héparine non fractionnée en intraveineux, mais là, il faudrait donner des doses, il faut respecter les doses qui sont affichées ici. Il faudrait également surveiller la cible, il faut atteindre une cible. C'est ça la difficulté quand on utilise l'héparine non fractionnée. Il faudrait surveiller justement l'objectif qui doit être atteint. Alors, le traitement par oxygène, il ne faut surtout pas donner de l'oxygène chez tous les patients. Alors, l'oxygène peut être néfaste si votre patient n'a pas une désaturation une saturation d'oxygène inférieure à 90%. Donc, ça devient néfaste. S'il est inférieur à 90%, donnez de l'oxygène. S'il est supérieur à 90%, ne donnez surtout pas. Ça, c'est très important. Maintenant, pour donner pour calmer la douleur, on peut donner des morphiniques, mais si vous n'avez pas de morphinique, on peut donner du paracétamol, du perfalgan. Ça peut également ça peut calmer la douleur. Alors, après thrombolyse, il faudrait voir si votre thrombolyse a été efficace, oui ou non. Alors, nous avons des critères pour dire si on a eu un succès de la thrombolyse. Généralement, c'est la douleur, la persistance ou la disparition de la douleur, mais surtout, c'est la régression du sus-décalage de plus de 50% du segment ST dans la dérivation où il a été le plus élevé. C'est-à-dire, quand vous faites le premier ECG, vous allez marquer la dérivation où il était le sus-décalage le plus élevé. Chez notre patient, je pense que c'était en V3. Donc, vous allez marquer cette dérivation et vous allez même marquer l'emplacement de l'électrode pour refaire au niveau du même site. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et donc, vous allez faire LCG 90 minutes après le bolus de la fibrinolyse, de la fibrinolyse, à 60 minutes de la fibrinolyse, et refaire un autre CG à 90 minutes de la fibrinolyse. Ça, c'est très important pour voir s'il y a eu succès ou non de la fibrinolyse. Alors, on dit qu'il y a succès de la fibrinolyse. S'il y a régression de plus de 50% du sus-ST, dans la dérivation, il était le plus élevé, à 60 et 90 minutes de la fibrinolyse. Et il faudrait faire, s'il y a succès, orienter le patient vers un contrôle coronarographique entre 2 heures de la fin de la fibrinolyse et on a jusqu'à 24 heures. Ça, c'est dans les recommandations. Maintenant, si on a un échec à la fibrinolyse, c'est-à-dire qu'il y a eu régression de moins de 50% du sus-ST dans la dérivation était le plus élevé à 60 et 90 minutes de la fibrinolyse, il y a eu persistance ou réapparition de la douleur thoracique, il y a une instabilité hémodynamique ou électrique, là c'est clair, il faut transférer le patient en urgence pour faire une coronarographie en urgence et éventuellement faire une angioplastie de sauvetage. Voilà. Ça veut dire, on part d'angioplastie de sauvetage s'il y a eu échec à la fibrinolyse. Voilà le résultat de la fibrinolyse de mon patient. Il est asymptomatique. Généralement, on écrit toutes ces données-là sur l'électrocardiogramme. On mentionne c'est que ça a 90 minutes et on regarde que dans la dérivabilité le plus élevée, c'était le V3. Il y a eu une régression de moins de 50% du ST. Donc, il était peut-être à 5 mm. Regardez, il n'y a pas eu, au contraire, il y a même un reçu décalage. Et donc, on conclut à un échec de la thrombolyse. Et bien sûr, s'il y a eu un échec de la thrombolyse, il faut, selon les recommandations, transférer le patient le plus rapidement possible vers un centre de cathétérisme interventionnel pour une angioplastie de sauvetage. Voilà, voilà, j'ai terminé avec le patient. Alors, n'oubliez pas également, je passe vers que le suivi du patient.
c'est pas uniquement la fibrinolyse, c'est de continuer de donner l'aspirine à 75 mg par jour, donner du clopidogrel en fonction du risque, du clopidogrel 75 mg par jour. La durée de la double antiagrégation plaquettaire dépendra du risque hémorragique de votre patient. N'oubliez pas qu'il faudrait donner de fortes doses de statine. Ça, c'est très recommandé. Les bêta-bloquants et bien sûr les inhibiteurs d'enzymes de conversion si éventuellement, si votre patient présente une dysfonction ventriculaire gauche. Il faut à tout prix également évaluer les séquelles de l'infarctus du myocarde par une échocardiographie qui va estimer la fraction d'éjection du ventricule gauche et donnera une idée sur les dégâts myocardiques. Et bien sûr, en fonction de cette évaluation échocardiographique, le traitement va suivre. Bien sûr, l'échocardiographie recherchera une complication, par exemple l'existence d'un thrombus pour une anticoagulation comme un peu minimum de 3 mois, etc., etc. Voilà, donc maintenant, j'ai terminé ma présentation. Je cède la parole à mes collègues. J'espère que c'était pas trop lent. Pas du tout. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux éclaircissements ou on les laisse à la fin, cher professeur? Je Tous pense les Moi, je qu'il pense trois faut qu'on qu'il plus faut vous faire. continuer aide. sur place pour les questions. S'il y a des Pardon? questions à poser, moi, je pense qu'il faut, s'il y a des questions à poser, on les pose pour chaque cas clinique. Comme ça, on ne va pas Ah, d'accord, Ok, ok. mélanger les différents cas cliniques. d'accord, Oui, d'accord. oui, oui. Ok. Alors, si vous avez des questions, notez-les rapidement. C'était très clair. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? On vous remercie, on vous remercie. C'est vrai que c'était très structuré, la fois. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième. Il reste un tout petit peu de temps avant 10h30, 10h30. Vous avez 10 minutes, essayez de profiter. Alors, elle vous a écrit 2 fois cette Ménel de la télémédecine de Constantine. Elle m'a écrit 2 fois. Alors, une Ménel de Constantine, elle vous remercie, elle vous dit un coucou, bonjour. Ah, d'accord. Ah, oui, 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 celle qui s'occupe de la télémédecine, je pense. Voilà. Alors, Ah, ils oui, oui, vous oui. disent que l'IRAS est inférieur à 30 millilitres par minute. Là, c'est une question, je ne sais pas. La C'est par cléarance de rapport la... peut-être à la loge BPM, Béchabé. La cléarance Pardon? par rapport à la loge BPM. Peut-être que la question elle est posée par rapport à l'HBPM quand on a une cléarance moins L'HBPM. de 30. Vous Quand l'avez on bien a expliqué. Vous l'avez euh, bien quand on a, expliqué qu'il ne faut pas donner, il faut éviter. J'ai pas compris, hein, alors, quand on a une clearance de la créatinine qui est inférieure à 30 millilitres par minute, alors il faut donner une seule dose d'énoxaparine. Il ne faut pas la donner en 2 doses. Ou bien de Ouais. préférence, il vaut mieux éviter, mettez une HNF d'emblée, c'est tout. Oui, Comme ça, oui, oui. c'est plus tranquillisé par rapport à l'insuffisance rénale. Ouais. Il y a une deuxième Généralement, question. oui, une deuxième Oui, question. allez-y, 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 allez-y. Alors, alors si généralement, dans le service, on donne, quand on a une clearance entre 15 et 30, on donne une seule dose de On passe à l'héparine non fractionnée quand la clearance est inférieure à 15, hein. Voilà, là, c'est... Donc, nous, ce qu'on fait, c'est la moitié de la dose. On fait la moitié de la dose quand on a une clearance moins de 30. Ah, d'accord. Voilà. On ne donne pas la dose complète, surtout si le sujet est âgé. Mais sinon, Vous avez d'emblée, une autre question? comme tu l'as dit, si tu as une clearance moins de 15, c'est la HNF d'emblée. On n'en Et discute la même pas. chenille d'emblée, là, c'est clair. Vous arrivez, Ben Chabi, à lire les questions? Alors, j'ai les discussions. Bonjour, c'est Meneda. Tout le monde, je voudrais savoir s'ils ont assuré la formation d'Inohateli. Bref, c'est Là, 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 Menel. là. Vous allez vers 10h21. C'est-à-dire, Pour mais cette pas c'est ça magnifique présentation, vous savez souligner le point, vous avez souligné le point de ne pas administrer l'oxygénothérapie
que si la saturation est inférieure à 90. Ici, on oxygène le patient pour atteindre au moins 92 de saturation. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça peut engendrer des complications. L'oxygène, lorsqu'il est donné chez un patient à la phase aiguë d'un infarctus, s'il n'en a pas besoin, ça peut entraîner des complications. Donc, c'est moins de 90. Donnez de l'oxygène, plus de 90, ne donnez pas. Ça peut engendrer des complications. Alors, si le patient dépasse 24 heures du début de la douleur, il y a une IDM étendue, il n'a pas bénéficié de thrombolyse ni d'angioplastie, quelle est la conduite à tenir ou l'évacuer vers un centre spécialisé pour faire l'angioplastie de sauvetage? Alors, on ne fait pas d'angioplastie de sauvetage si le patient n'a pas eu de fibrinolyse, ça c'est clair. Alors, si le patient dépasse les 24 heures, il est totalement asymptomatique, on n'a pas reperfusé, c'est un traitement médical, hein. C'est clair, c'est un traitement médical, on ne reperfuse pas un patient qui dépasse les délais de plus de 24 heures et s'il est totalement asymptomatique. C'est un traitement médical. On est loin d'un centre spécialisé. Est-ce qu'on peut donner de l'aspirine injectable ou orale ou si on est un doigt? Alors, si vous êtes loin d'un centre spécialisé, si vous allez entamer bien sûr de la fibrinolyse, vous commencez, vous donnez si vous donnez de l'aspirine, vous donnez de l'aspirine en dose de charge pour l'évacuer. Mais là, il suffit qu'il soit dans le centre spécialisé, il aura tout. Mais l'idéal dans cette formation, là, l'idéal, l'objectif de cette formation, c'est que de vous familiariser avec la thrombolyse et pour que vous puissiez l'entamer à votre niveau. Quoi faire pour le patient qui a des contre-indications à la fibrinolyse? S'il y a des contre-indications à la fibrinolyse, il faut le transférer rapidement vers un centre d'angioplastie. C'est ça, c'est l'idéal. Voilà. Je pense que c'est toutes les questions, j'ai répondu. Vous Alors, m'entendez? professeur? Oui, on vous entend Ah, très bien. d'accord. Alors, Alors, la chenette, quelle est sa place dans la thrombolyse? C'est quand il y a une insuffisance rénale sévère. On utilise la chenette. Voilà. ça y est, on passe Ça au y est. professeur Oui, moi, je pense que j'ai Abdelbaki. répondu à toutes les questions. Professeur? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que est-ce que c'est tout le monde qui m'entend? Oui, on vous entend. Vous pouvez Et écrire et pour, l'équipe que vous l'entendez. très bien. Et pour la diapo, elle est partagée? Oui, elle est partagée. Très bien. Bonjour tout le monde, mes chers confrères, mes chers consoeurs, bonjour encore une fois. Avant de commencer, je tiens à remercier Madame Gouguem et tous les éléments de la direction de la formation médicale continue du ministère de la Santé. Donc, nous avons invité ce matin pour discuter, partager avec vous ces cas cliniques sur la prise en charge thérapeutique du syndrome coronaire aigu. J'aurais souhaité, je ne sais pas si on peut faire la présentation sous forme interactive avec les collègues qui sont en face de moi, parce qu'il y aura des questions au fur et à mesure que je vais présenter mon cas clinique et je souhaiterais avoir des réponses en même temps pour voir comment ils réfléchissent par rapport à telle ou telle situation. Donc, mon Merci cas beaucoup, clinique est le professeur. C'était suivant. mon souhait, hein. Merci. Voilà, mon cas clinique, je vais commencer. En fait, c'est un patient qu'on a hospitalisé Par hier, c'est contre, un est-ce qu'il carrière. est en plein écran? Qui c'est qui était en plein écran, moi? Non, non, vos diapos, ils Oui, sont... elles sont en plein écran, oui. Ah, là, c'est moi. Ça y est, ça y est. C'est bon? C'est bon, continue. OK, donc c'est un carrière qu'on a hospitalisé.
Ok. Recording in Comment progress. faire fonctionner ça, s'il te plaît? Oui, 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 c'est bon, c'est bon. J'ai juste un petit ici. Voilà, donc, durant l'hospitalisation à 20 heures, Mohamed, notre technicien de garde, il vient et ramène du Lovenox et le manger du patient. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que notre patient est en train de faire un arrêt cardio-circulatoire. Il est en train de gasper. Mohamed, bon, il a une grande expérience. Recording in progress. OK, c'est bon. Alors, il y a eu, durant cette réanimation, un oubli de prise en charge. Est-ce que quelqu'un de parmi vous peut me dire lequel? Il y a eu un oubli qui est très important. Est-ce qu'un des participants peut me répondre, s'il vous plaît? Recording in CG, progress. Voilà, c'est l'élément le plus important. En fait, ce qu'ils ont oublié de faire l'équipe de garde, c'est ça. Et le malade, ils n'ont pas scopé, ils n'ont pas demandé un ECG. Durant la réanimation cardio-circulatoire, l'élément de base avec lequel il faut commencer, c'est faire un ECG en urgence. Il faut scoper le patient pour voir quelle est la cause de cet arrêt cardio-circulatoire. Est-ce que c'est une cause cardiaque, qui est la cause la plus fréquente dans 60 à 70%? Est-ce que c'est une cause respiratoire? Est-ce que c'est une cause métabolique? D'accord? Donc, notre équipe a omis de scoper notre patient. Et quand on a scopé le patient, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le tracé suivant qui est en bas. Ce tracé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire à quoi correspond le tracé d'en bas, s'il vous plaît? En haut, c'était le tracé d'hospitalisation, donc le matin, et à 20 heures, ce tracé-là, c'est quand elle a fait sa complication. À donc, quoi qu'est-ce correspond ce qu'ils tracé, s'il disent? vous plaît? TV, fibrillation, Très FV, bien, FV, c'est FV, pas une TV, TV. FV. Excellent, excellente réponse. Je suis très content qu'ils reconnaissent quand même une FV. C'est une FV. Et devant toute FV, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choquer en urgence le patient pour établir le rythme sinusal. Donc, notre patient, on l'a pris à un stade un peu tardivement, était en fibrillation ventriculaire. On l'a choqué deux fois. La première fois, c'était à 150 jours. Il n'a pas répondu. La deuxième fois, on a choqué un peu plus et une dose un peu plus importante, 200 jours. Et là, on rétablit le rythme sinusal. Et qu'est-ce qu'on a? On a cet ECG. On demande à Mohamed de nous faire un ECG. Comme vous pouvez le voir, vous avez un ECG 12 dérivations concernant ce patient qui est intubé, ventilé avec un ECG pareil. Est-ce que vous pouvez nous interpréter cet ECG? D'abord, est-ce que pour vous, cet ECG il est complet? Devant un syndrome Attends, coronaire, est-ce que un ECG est complet?
Alors, quelqu'un vous dit ST+, Très bien. Dans quelle dérivation de 18, ST+? 18D, Excellent, excellent, excellent. Donc, moi, ce que aspect je en voulais entendre, miroir, onde de Parde. Je ne on fais que parle. lire, hein. Très bien, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils sont bien imprégnés avec le syndrome coronaire. C'est une très bonne chose. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que devant le syndrome coronaire aigu ST+, ne vous contentez pas uniquement de faire un ECG de 12 délévations. Pourquoi? Parce que vous avez les autres localisations qui ne sont pas visibles sur un ECG de 12 délévations. C'est clair, là, si vous prenez par exemple cet ECG de 12 délévations qui est fait chez notre patient, vous voyez clairement qu'il est net, comme vient de l'expliquer le professeur Benchabé, le point G qui est susdécalé en dérivation D2, D3 et AVF, donc dans le territoire inférieur, avec des images en miroir, en AVL et en AVL. Par contre, ce que vous avez de plus, si vous voyez bien, attendez, c'est que vous voyez, si vous voyez bien, vous avez un sous-décalage en V1, V2. Et le sous-décalage en V1, V2 n'est pas typique. Ça veut dire qu'il cache quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire qu'est-ce qu'il cache le sous-décalage en V1, V2? VD. Professeur, vous ne pouvez pas mettre le chat? Normalement, Le chat, attendez, je vais demander à l'informaticien si on peut faire le chat. demandez-lui parce que là, il y a des J'aurais aimé. éclaircissements que vous pouvez. Oui, le chat, C'est on est en juste. le chat là. Mais Alors, ils vous disent un sus-décalage, une extension VD, V7, V8, V9 pour la région postérieure, un sus-décalage en postérieur, ID1 postérieur, extension en postérieur. ok, très bien. La réponse est juste, c'est pas le VD, malheureusement. La réponse juste, c'était pas le VD. Quand vous avez un sous-décalage comme ça en V1, V2, un sous-décalage, il faut toujours aller vérifier ce qui se passe en basal. Le cœur, c'est une pyramide. Dans la base, bien sûr, il y a une pointe, il y a une région basale. La région basale, c'est la région qui est derrière le cœur. Et cette région basale, pour l'explorer, la meilleure façon, les électrodes qu'il faut placer, c'est le V7, V8, V9. OK? Par contre, si vous avez dit pour le VD, les meilleures dérivations pour explorer un VD, c'est le V3R et le V4R. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un infarctus dans la partie inférieure avec une suspicion d'atteinte basale. Donc, on avait demandé à Mohamed de nous compléter le CG. Effectivement, il y a eu une atteinte basale et ce monsieur-là, il a fait un infarctus au inférobasal. Donc, c'est toute la partie inférieure, la partie basale qui a été touchée par cet infarctus. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que on me dit que c'est oui. OK. On avance. Vous S'il y a des avancez. questions, vous les envoyez. Bon, ils vous disent oui, et ça y est. Oui, Ah, oui, il y a oui. D'accord. Benui. Benui, pourquoi vous dites non? Benoît, elle a dit non? Je pense pas que Apparemment. Benoît va dire non. Non, Benoît ne dira jamais non. OK? Alors, basal égale positif. Vous avez le chat à côté de vous? Oui. Là, c'est maintenant. Je n'interviens plus. D'accord. Donc, c'est une atteinte qui a une extension basale parce que vous avez un sous-décalage en V1, V2. La question maintenant est la suivante. Quand vous avez un arrêt cardio-circulatoire, que le malade il est intubé, ventilé, est-ce que vous allez proposer, si vous êtes dans un centre, vous avez une salle de cathé, est-ce que vous allez proposer à tous les cathétériseurs de vous faire une angioplastie d'urgence? Est-ce que vous allez proposer les gens qui sont aux cathétériseurs qui font du cathé de vous faire une choro d'urgence? Oui ou non? Oui. Il y a des gens, oui, 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 c'est tout le monde qui dit non. Malheureusement, cette réponse était juste il y a quelques années avant. Et si on suit les recommandations 2023, si vous lisez là, reste l'arrêt cardiaque après un arrêt cardio-circulatoire, ils vous disent que c'est non. Vous n'avez pas le droit de demander une coronarographie d'urgence si et seulement c'est
vous avez un patient qui vous fait un syndrome coronaire aigu avec ST+. C'est vrai qu'avant, dans le ST-, quand le malade fait un arrêt cardio-circulatoire, on le mettait sur table d'examen et on faisait systématiquement la coro. S'il a été changé dans les dernières recommandations 2023, pour le ST-, vous avez le droit, de toute façon, le cathétériseur, il va vous refuser de vous faire une coro d'urgence, d'accord, sauf si le patient présente un ST+, comme c'est le cas de notre patient. Deuxième élément nouveau, c'est l'évaluation neurologique de notre patient. Avant, dès que le patient, par exemple, il fait un arrêt cardio-circulatoire, il est intubé ventilé, on fait appel au neurologue pour nous donner son statut neurologique. Maintenant, cette donnée, elle a complètement changé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de recommandations? Ils vous disent qu'il faut attendre au moins 72 heures pour avoir une bonne évaluation. Donc, vous n'avez le droit d'appeler le neurologue pour vous faire une évaluation neurologique qu'après 72 heures de son arrêt cardio-circulatoire. C'est bon jusque-là? Donc, le premier message, arrêt cardio-circulatoire avec ST+, vous demandez une coro d'urgence. Arrêt cardio-circulatoire avec ST-, vous ne demandez pas une coro d'urgence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Je n'ai pas de réponse. Oui, 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 c'est bon. Allez, très bien, je suis très content. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le malade dans l'intube ventilé, et on attendait, on a appelé tout de suite les cathétériseurs pour le faire, bien sûr, entrer en salle de cathé. Mais durant l'attente, parce que les cathétériseurs ne sont pas disponibles sur place, il faut les ramener de chez eux. Et chez eux, ici, sur Alger, c'est au moins 30 à 45 minutes. Donc, avant la mise en œuvre du traitement spécifique, on remarque, Mohamed, il a remarqué que l'état du patient commençait à se détériorer, surtout parce que maintenant, il a scopé le patient. Et quand il a scopé le patient, il a remarqué que le patient commençait à dégrader sa fréquence cardiaque. Il est passé de 73 à 46 battements par minute. Il appelle le cardiologue devant lui, lui demande de faire en urgence un ECG. Et l'ECG qu'on a fait montre ceci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit quel est le trouble électrique qui est retrouvé dans cette diapo ou sur cette ECG, s'il vous plaît? Regardez bien. On a eu donc une baisse de feedback. BAV troisième degré? Non, ce n'est pas BAV troisième degré. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, s'il vous plaît? Oui, c'est un BAV. Lequel? Dans le BAV, vous en avez au moins 3 types. Excellent. C'est un BAV deuxième degré. Si vous remarquez bien que, par exemple, en D2 ici, pourquoi je vous ai montré cette dérivation, qu'il y a un allongement de l'espace PR. Ce PR-là, exactement, Mobitz 1. Bonne minute. Merci beaucoup, Zineb Hamidi. Donc, il y a un allongement de l'espace PR, un allongement de l'espace PR jusqu'à ce que vous tombez sur une onde P bloquée. Donc, je répète, il y a un espace PR qui est court. Là, il s'allonge un tout petit peu. Là, il est à 0,20. Là, c'est 2 carreaux, il est à au moins 0,44. Et là, vous avez une onde P qui est bloquée. Donc, c'est un BAV de deuxième degré, Mobitz 1. Ça veut dire que le malade il commence à faire un trouble conductif en rapport avec son syndrome coronaire ST+. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il faut aller ouvrir l'artère le plus rapidement possible. Soudainement, Mohamed, qui est achevé de notre patient, il voit que, au niveau du scope, l'apparition d'une autre complication. D'accord? Une autre complication électrocardiographique. À quoi correspond cet ECG, s'il vous plaît? À quoi correspond cet ECG? Regardez bien. FA, c'est pas une FA. C'est pas une FA. Pourquoi? Parce que le rythme, j'allais dire qu'il est régulier. Dissociation atrioventriculaire, excellent. C'est monsieur, bon, il n'a pas donné son nom. Et vous avez également Hawaii P30, excellent. Donc là, après le BAV deuxième degré, il y a eu une autre aggravation de son trouble conductif
Le malade n'est plus en BAV deuxième degré, il est en BAV complet. Pourquoi il est en BAV complet? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il est en BAV complet? Voilà, j'ai déjà la réponse par Kimha. Kimha 10. Très bien. Pourquoi? Parce que vous voyez que le complexe QRS, d'abord, ils sont éloignés et qu'il y a des ondes P qui sont dissociées du complexe URS. Il y a cette dissociation entre l'activité auriculaire qui fonctionne, qui travaille seule à l'étage auriculaire, et l'activité ventriculaire qui travaille seule à l'étage ventriculaire. Cette dissociation, ce qu'on appelle dissociation auriculo-ventriculaire, vous permet ou vous autorise à un Recording in patient qui a un ST+, progress. et qui est en BAV complet. Qu'est-ce que vous faites? Recording D'une in progress. montée de son de stimulation par voie veineuse, comme vous le savez tous. Vous piquez la veine fémorale et vous allez faire monter une sonde jusqu'au niveau du VD. Cette sonde, elle sera reliée à un stimulateur externe et à partir du stimulateur, vous allez bien sûr régler votre fréquence cardiaque. Le plus souvent, on met une fréquence à 60 battements par minute. Et jusque-là, c'est bon. La question que je vous pose maintenant, est-ce que vous allez préconiser, vous et vos collègues, l'implantation d'un pacemaker en urgence ou bien vous allez déférer? Et dites-moi pourquoi. Une fois que vous avez monté la sonde de cible, vous allez décider de mettre un pacemaker. Là, on me dit pas en urgence. Pourquoi? Nariman, pourquoi c'est pas une urgence, s'il vous plaît? Si vous devez déférer, vous déférez de combien de temps? Pourquoi et combien de temps, s'il vous plaît? On me dit qu'il peut être transitoire. OK, ça peut être transitoire, d'accord. Il peut devenir normal. Pour qu'il devienne normal, qu'est-ce qu'il faut faire? La cause de ce VAV, c'est quoi? La cause de ce complet, c'est quoi? C'est pas la thrombolyse, on n'a pas thrombolysé les malades. Nous, on est en CNMS, nous avons une seule cathé. C'est ischémique, magnifique, très bien, Zénep. C'est ischémique parce qu'il y a une artère qui est bouchée. Donc, quand l'artère elle est bouchée, il y a une mauvaise irrigation du système de conduction, surtout le nœud AV, le nœud AV, le nœud sinusal. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas du sang qui arrive à ce niveau-là, ça va entraîner un trouble conductif. Ça, on réponse à ma première question. Pour le délai, quel est le délai pour implanter ou décider d'implanter votre pacemaker? Neriman, 7 jours. Vous avez la bonne réponse, Neriman. Très bien. Je vous dis ça, vous avez posé 7 jours, Neriman. 5 jours. 7 jours, vous avez dit 7 jours. Vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Pourquoi c'est 7 jours? Pourquoi c'est pas 48 heures comme vos collègues? Pourquoi c'est pas 24 heures? Il y a un qui m'a répondu immédiatement.
Pourquoi vous avez proposé 7 jours? Peut se rétablir. Peut se rétablir. On attend la réperfusion naturelle. Enfin, il n'y aura pas de réperfusion naturelle, il y aura une réperfusion, diminution de l'inflammation. Oui. En fait, le plus important dans tout ça, quand vous avez un ST+, parce que comme vous a bien, bel et bien expliqué, professeur Benchavé, si vous avez déjà une artère qui est occluse. Le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est d'ouvrir cette artère. Et après, vous allez attendre. Vous allez attendre combien? Ça dépend. Si on suit les recommandations toujours 2023, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nos recommandations 2023, on est là. Vous voyez tous, vous allez bien voir tous. Donc, c'est une indication de classe 1. C'est pas 15 jours, c'est pas 15 jours, d'accord? C'est 5 days, c'est 5 jours. Après reperfusion, je dis bien après reperfusion. Une fois que la terre, elle est complètement ouverte, vous allez attendre un délai de 5 jours. Dépasser ce délai de 5 jours, vous avez le droit de penser ou de proposer, vous n'avez pas de sang. Est-ce que les autres les m'entendent bien? Il y a un Oui, 11 je qui vous n'a pas de entends. sang. Les autres les m'entendent, Madame Gauguin? Oui, Oui, on d'accord. vous entend très bien. Super. Donc, je disais, après reperfusion, je dis bien après reperfusion, ça veut dire que vous avez restitué le flux de l'artère qui était bouché avant. Vous allez attendre un délai de 5 jours et vous allez réfléchir, pardon, juste après pour la décision d'implanter ou pas le pacemaker. Si au bout du sixième jour, septième jour, le BAV il persiste toujours, là, il faut pas, vous avez le droit de demander au cathétériseur de vous mettre, bien sûr, ou bien au rythmologue, de vous implanter un pacemaker. Pourquoi? Parce que c'est du définitif. Le BAV ne va pas régresser. Comme elle a si bien expliqué votre collègue tout à l'heure, les phénomènes ischémiques, les phénomènes inflammatoires, les phénomènes thrombotiques, généralement, ils disparaissent au bout de 5 à 7 jours. C'est bon jusque-là? Donc, ce que je dois retenir devant un trouble conductif après un ST+, la première des choses à faire, c'est de monter une sonde de stimulation. À défaut de sonde de stimulation, je mets de l'Esuprel. Deuxième élément, je dois reperfuser immédiatement mon malade. Je dois reperfuser mon malade et je dois le garder en observation à l'USIC pendant 5 jours ou 7 jours avant de décider de l'implantation d'un pacemaker. Malgré les premières mesures, donc on a mis de l'Esuprel, l'état du patient continue à se détériorer. Cette fois-ci, ce n'est pas sur le plan conductif, mais sur le plan hémodynamique. Et vous voyez que sa tension artérielle qui était de 130-80 au début, elle chute à 70-50. Et on a cette fois-ci un nouveau élément qui est apparu, ce sont des signes d'Arrois. Vous avez une turgescence jugulaire, vous avez une hépatomégalie, vous avez un reflux hépatojugulaire. À votre avis, quel est le diagnostic? Vous allez suspecter en première intention. Et comment vous allez le confirmer, ce diagnostic? Le patient, il était stable. On attendait, nous, on était en attente des cathétériseurs pour qu'ils arrivent parce que Alger, vous savez comment ça se passe. Il y a plein du monde, donc ils ne vont pas venir avant 30-45 minutes. Qu'est-ce qu'on a eu? Le malade, il y a eu une détérioration hémodynamique malgré qu'on a mis une sonde de stimulation. Vous pensez à quoi? Très, très bien. Propagation de l'ischémie au niveau du territoire VD. Excellent. Ça veut dire que il y a eu une extension. Cette fois-ci, on n'est plus au niveau de l'infarctus inférobasal, mais plutôt dans un infarctus inférobasal avec une extension vers les cavités droites, avec extension au niveau du VD. Et comme vous savez tous que le VD, c'est quoi le rôle du VD? C'est un réservoir du sang. Sa paroi, elle est mince, elle est très mince. Donc, elle est prédisposée facilement à l'ischémie myocardique. Il y a un infarctus basal. Et s'il y a un infarctus plutôt postéro-diaphragmatique, il peut y avoir une atteinte du VD. Et quand le VD est atteint, il se manifeste comment? Il se manifeste par un état de choc. Et le traitement du VD, c'est très simple. Je vous ai dit, c'est un réservoir. Il n'a pas cette force contractive que le ventricule gauche, bien sûr, possède, parce que le ventricule gauche lui-même, seul,
il représente 2 à 3 fois plus la masse myocardique par rapport au VD. Donc, la véritable pompe cardiaque, ce n'est pas le VD, c'est plutôt le ventricule gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire donc comme traitement dans ce cas-là? Puisque c'est un réservoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter les tensions? On a donné de l'Ésuprel. Qu'est-ce qu'il faut donner autre que l'Ésuprel? Ou bien d'autres sympathomimétiques que vous voulez. Excellent. Il faut remplir le patient. Il faut le charger. Et il faut le charger le patient jusqu'à ce que vous remontez les chiffres tensionnels. Donc, on met de la Dobu. Mettez ce que vous voulez, ce que vous avez sur la main. Dobu, Isuprel, n'importe quel sympathicomimétique pour augmenter la fréquence et pour augmenter la contractilité. N'oubliez surtout pas de remplir le patient. D'accord? Le remplissage représente 60 à 70% du traitement d'un infarctus du ventricule droit. C'est bon jusque-là? OK. Après une demi-heure, on est arrivé de nos chers amis cathétériseurs et on a commencé à faire notre coro. Est-ce que vous voyez la coro, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde voit la coro? Est-ce que vous tous la coro, s'il vous plaît? Oui, très bien. Donc là, c'est un peu spécialisé. Je vais moi-même vous expliquer. Au fait, au niveau du cœur, ça, c'est des rappels. Vous avez vu durant votre module 4e année de cardiologie, vous savez que le cœur, il est irrigué par 2 artères principalement. Vous avez l'artère coronaire gauche et vous avez l'artère coronaire droite. La coronaire gauche, elle démarre par l'autoroute, ce que j'appelle moi l'autoroute, c'est le tronc commun. Ensuite, elle va se diviser en 2 artères importantes. Vous avez l'artère interventriculaire antérieure qui est l'EVA, qui est l'artère de la vie, c'est l'artère la plus importante du ventricule gauche. Son atteinte, bien sûr, c'est grave quand elle est touchée. Et vous avez à côté l'artère circonflexe. Si on regarde bien cette coronarographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de la partie proximale déjà, il y a une diminution du calibre de cette artère ventriculaire antérieure avec un flux distal qui existe toujours. De même, si vous voyez bien au niveau de la circonflexe, vous remarquez que vous avez une sténose serrée sur la partie proximale de la circonflexe, mais vous avez du sang qui passe. Si vous avez du sang qui passe, est-ce que vous pensez que l'IVA ou bien la circonflexe est à l'origine de cette infection? Dites-moi pourquoi. Quand il y a un passage jusqu'à la distalité, est-ce que on peut parler d'un ST+? Est-ce qu'on peut parler d'un ST+, s'il vous plaît? Non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas parler d'un ST+? Très bien, parce que l'irrigation est présente. Pour parler d'un ST+, professeur Benchaber vous a donné la définition d'un ST+. C'est une occlusion. Il faut faire, c'est une thrombose complète et non pas partielle, Hawaï. C'est une thrombose complète, c'est une fermeture, c'est une occlusion complète de l'artère. Si vous avez une thrombose partielle, là, vous n'êtes plus dans le ST+, vous êtes dans le ST-. De le ST+, pour avoir un ST+, il faut que l'artère soit complètement bouchée. C'est clair? Il faut que l'artère coupable soit complètement bouchée, qu'elle soit l'évia, la circonflexe ou une autre artère. Sinon, vous n'avez pas le droit de parler d'un ST+, tout simplement. On avance toujours dans la coro. Et si c'est l'évia, vous voyez qu'il y a une sténose de l'évia. Donc, il faut faire la différence entre sténose et thrombose. Sténose, c'est une diminution qui est partielle, qui n'est pas complète, qui n'est pas totale. Par contre, la thrombose, l'occlusion, c'est une sténose, c'est une plutôt occlusion, c'est une obstruction complète de l'artère qui est capable, plutôt coupable du syndrome coronaire aigu ST+. On arrive maintenant à la coronaire droite. Vous savez que la coronaire droite, c'est une coronaire qui est divisée elle-même en 3 segments. Un segment horizontal, un segment vertical, qui est suivi en dernier par un segment horizontal. Vous avez donc 2 segments horizontaux qui sont parallèles et vous avez au milieu un segment qui est vertical. Le 3e segment, lui-même, il va être divisé ou subdivisé ou une artère rétroventriculaire avec une artère interventriculaire postérieure.
Sur cette colonne droite, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'il y a au niveau de la colonne droite? Au pot A45. Excellent. Vous avez une occlusion complète. Elle est où? Cette occlusion complète, vous pouvez me dire, elle est où? Dans quel segment, s'il vous plaît? Segment horizontal, segment vertical? Elle est où, cette occlusion complète, s'il vous plaît? Arrêtez, c'est pas on est au niveau de la droite, c'est pas l'interventriculaire. L'occlusion complète, elle est où? Dans quel segment? CD distal. CD distal, elle est là. Non, elle est au niveau du deuxième segment qui est vertical. Ça, c'est le segment horizontal, segment vertical, troisième segment ici qui est horizontal. Donc, l'occlusion complète, elle est là. Le thrombus, il est là. Et la bouche, voilà, très bien, verticale. Il a bouché complètement notre artère. OK? Le thrombus a bouché complètement notre artère droite et c'est lui qui est à l'origine de ce syndrome coronaire aigu ST+. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que cathétéréseur? On va tout simplement déboucher cette artère comme certains plombiers. C'est pour ça que nous appelle, nous, les cathétéréseurs, des plombiers du cœur. La première des choses à faire, c'est d'envoyer un guide. Je vais essayer de bloquer, je ne sais pas si je peux bloquer. Est-ce que vous voyez tous le guide ici? À la dernière, vous voyez un guide qui a été introduit dans cette artère ou non? Très bien. C'est ce guide-là, déjà, le fait de faire passer le guide, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ouvert votre artère et vous avez une petite image, une petite lacune, une petite image blanchâtre qui correspond à quoi d'après vous? Cette image blanchâtre, elle correspond à quoi? D'après vous, c'est quoi cette image blanchâtre ici? Juste au niveau de la sténose. Excellent, c'est le thrombus lui-même. Donc, c'est ce thrombus-là qui a été dissipé, pas complètement avec le guide. Donc, il en reste une petite partie qui est collée ici au niveau du deuxième segment. Pour répondre à votre question tout à l'heure, je vous ai dit que la colonne droite, il y a trois segments. C'est le segment horizontal, le segment vertical qui était bouché, et vous avez le troisième segment horizontal. Donc, pour compléter notre travail, donc on a ouvert l'artère, qu'est-ce qu'on va mettre derrière? On va mettre tout simplement un stent. Pourquoi on met un stent? Là, on est en train de placer le stent. Là, le stent qui est en train de se déployer, qui est en train de se gonfler. Et voilà le guide dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous voyez le guide? Vous voyez tous le guide là? Le guide nous permet d'être le support du matériel qu'on va introduire au niveau de l'artère coronaire, d'accord? C'est grâce à ce guide qu'on fait passer tout notre matos dans l'artère coronaire. Donc, on a déployé, on a ouvert le stent et le résultat final, voilà. On a restitué notre coronaire droite qui est ouverte, d'accord, avec un flux qui passe au niveau de l'EVP, ça c'est l'EVP, et là derrière, vous avez la rétroventriculaire postérieure, et le malade, bien sûr, il ne sera plus en ST+. Pourquoi? Parce que l'artère qui était bouchée à ce niveau-là, elle est ouverte maintenant. Quelle voie avez-vous pris pour votre guide? La voie, une très bonne question. Merci, OM. La voie qu'on utilise maintenant, il faut savoir qu'on n'utilise plus la voie fémorale. Quand on a commencé, quand moi j'avais commencé mes premières années en matière de cathétérisme cardiaque, on utilisait la voie fémorale. Il faut savoir que depuis 2005-2006, cette voie fémorale, parce qu'elle est très hémorragique, on ne l'utilise plus. On passe toujours par voie radiale. On pique la voie radiale, à travers un désilé, on fait monter tout notre matériel à travers la voie radiale. OK? Oui, c'est la voie radiale. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien. Donc là, on a restitué le flux qui a été bouché à ce niveau-là et le malade, bien sûr, ne va plus ressentir de douleur et vous allez voir rapidement le ST+ qui va régresser et disparaître complètement. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des précautions? Bien sûr, il y a des précautions. La choro, c'est un geste qui est invasif. Et je vous laisse le soin parce que je n'ai pas beaucoup de temps de chercher le soir c'est quoi un geste invasif. Un geste invasif, c'est un geste où vous avez un risque de mortalité. La choro seule, elle peut bien sûr entraîner, seule je dis bien, elle peut entraîner un risque de mortalité qui n'est pas important. Un malade sur 1000, 1100.
Vous faites une angioplastie s'il y a un risque de décès d'un patient, un malade sur 700. D'accord? Donc, ça reste quand même un geste qui est invasif. Il faut qu'une équipe soit, ou bien le personnel, il faut qu'il soit bien entraîné. Sinon, ce n'est pas n'importe qui peut faire, bien sûr, une dilate coronaire. Durant la procédure, le patient qui était électrostimulé, c'est durant la procédure, hein, je vois, une fois que j'avais ouvert notre artère, je vois ce rythme-là qui m'apparaît sur l'écran de surveillance de mon patient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire à quoi correspond cet aspect-là? Une fois que j'ai cet aspect, je l'ai vu dès que j'avais ouvert mon artère. Excellent. C'est qui? EPH Ali Mjli. EPH Ali Mjli, REVA. Vous pouvez le dire, c'est quoi la REVA pour vos collègues, s'il vous plaît? C'est du QRS large, oui. C'est le rythme de reperfusion, très bien. C'est quoi la REVA? C'est une nomination commune, dénomination commune, s'il vous plaît. À quoi correspond la REVA? REVA sur le rythme, ça signifie le rythme idio-ventriculaire accéléré. Et ça correspond à quoi? C'est un signe, même si quand vous thrombolysez les patients qui n'ont pas une salle de cathé, c'est un signe de reperfusion. Quand vous thrombolisez votre patient et sur votre écran, vous voyez cette REVA, le rythme idio-ventriculaire accéléré, soyez sûr, j'allais dire à 90%, qu'il y a eu une reperfusion de votre artère. C'est un signe de réussite, de succès de votre thrombolyse. Docteur Benchabi, le professeur Benchabi, tout à l'heure, on vous en a parlé de la douleur, donc l'accalmie de la douleur qui cède complètement, de la régression de 50% du segment ST, et là, vous allez vous rajouter encore un troisième signe qui est l'apparition de la REVA. REVA veut dire qu'il y a une réperfusion en distalité de votre artère qui était occluse auparavant. C'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? On continue? Est-ce qu'on continue, s'il vous plaît? Ok, ok. Donc là, je vous ai demandé le diagnostic clinique. Sa signification, c'est un signe de réperfusion majeure. Donc, une fois que le malade il a été reperfusé, arrête-moi ça, s'il te plaît, vite. Arrêtez. S'il vous plaît. Une fois que le malade il a été reperfusé, on l'a extubé, bien sûr. Il est gardé à l'USIC, en unité de soins intensifs de cardiologie. Et au troisième jour, parce que le patient était stable, on a appelé le neurologue, il a fait le point. Donc, il nous a rassurés sur le plan neurologique. Et on a décidé donc de renvoyer notre patient dans un autre service, dans sa chambre du service. D'accord? Et durant son séjour, voilà, dans le service de cardiologie, au troisième jour, le malade, malheureusement, il y a un problème de connexion. Vous allez tout savoir, s'il vous plaît, Madame Gougan, la connexion est toujours bonne? Madame Gougan, est-ce que la connexion est bonne? Non, Oui, la ça se connexion est coupe bonne. légèrement, ça se coupe légèrement, mais la connexion, elle est Et ça bonne. dérange pas, C'est-à-dire ça qu'on dérange pas arrive. l'image, non? Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas Très bien, intervenu. très bien, très bien. Donc, le malade, une fois qu'on l'a rendu dans sa chambre, à 17 heures, qu'est-ce qu'il me présente? Il appelle l'infirmier, le malade commence à avoir des sensations de palpitation. Voilà, je l'ai souligné en rouge. Quand vous entendez le mot palpitation en cardiologie, le premier diagnostic que vous allez évoquer, c'est quoi? Palpitation. Vous allez évoquer quoi? Une AFA. Excellent. C'est une AFA. Ça veut dire qu'il y a un trouble du rythme qui soit à l'étage auriculaire ou l'étage l'étage ventriculaire. Et comme le trouble du rythme qui est le plus fréquent, c'est la fibrillation auriculaire, exactement, il faut toujours penser devant les palpitations à une AFA. Qu'est-ce que vous allez faire devant ces palpitations? La première des choses à faire, bien sûr, vous allez demander quoi? Vous allez demander est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on vous fasse un ECG?
Et nous, on a demandé à Mohamed de nous faire, c'était pas Mohamed, c'était quelqu'un d'autre. Il nous a fait un ECG. Et voilà le ECG de notre patient cette fois-ci. Quelqu'un, s'il vous plaît, pour nous interpréter cet ECG. Une TV, c'est pas une TV. Une TV, c'est du QRS large. Un Ward Parkinson White, non. Une TACI-FA, bravo, Galaxy Tab A7. Pourquoi vous avez parlé de TACI-FA? Vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est pas une TSV? Parce que le rythme, est-ce que d'abord, le rythme est régulier ou pas? Excellent. Le QRS sans fin. Deuxième élément, sans le rythme n'est pas régulier. Devant un TSV, le rythme est régulier. Là, il n'est pas régulier. Deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas d'antenne. C'est vrai que avec la rapidité ou l'accélération du rythme, c'est très difficile de chercher ou de retrouver les ondes de P. Donc, le fait que le rythme soit irrégulier et des QRS qui sont fins et on ne voit pas les ondes de P, on a le droit, bien sûr, de parler d'une tachyapha. OK? Donc, notre patient, après avoir été stenté, après avoir enlevé la sonde de stimulation parce qu'il a récupéré son rythme sinusal, il n'y avait pas nécessité d'aller mettre un pacemaker derrière, d'accord? À G3, il nous a fait une tachypha. Devant cette tachypha, quel serait votre traitement? Devant une tachypha, chez un patient qui présente, présenté il y a 3-4 jours un syndrome coronaire aigu, quel serait votre traitement? N'oubliez pas que oui, il y a un élément important que je ne vous ai pas donné, c'est que le patient, comme il a eu un stent, et comme il a eu un syndrome coronaire aigu ST+, on va donner le traitement basique que vous connaissez tous. Le traitement basique, il est à base de quoi? Il est à base de bêta-bloquant, il est à base de double anti-agrégation plaquettaire, à savoir l'asphygique, le clopidogrel. Il est à base d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion, d'une statine à forte dose. La tension de mon patient est 90 à 65 avec la FA. Qu'est-ce que je vais donner comme traitement? En plus du bêta-bloquant, bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'on va donner pour réduire cette FA? L'état de choc, le choc électrique, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que le choc électrique, vous le préservez pour quel patient devant un tachypha? Vous le préservez uniquement en cas d'altération hémodynamique. Ça veut dire que vous avez devant un patient qui a une tension qui est imprenable. Excellent. Ça veut dire une hypotension 2-3 de tension de systolique. Là, vous mettez de la FA. La majorité me répondent dégoxine et d'autres me disent la cordarone. Entre la dégoxine et la cordarone, lequel des deux est meilleur? D'après vous, lequel des deux est meilleur? Entre la dégoxine et la cordarone. La cordarone, très bien. La cordarone, c'est reste l'antiarythmique le plus puissant. Je dis bien l'antiarythmique le plus puissant. Si on a un antiarythmique à donner, et si ce n'était que les effets secondaires qui sont engendrés par la cordarone, on aurait donné de la cordarone pour tout le monde. Mais il faut savoir une chose. Dans notre cas, si vous recevez un patient qui n'est pas connu, OK, qui n'a pas reçu d'anticoagulation avant, il vaut mieux donner de la dégoxine. Pourquoi? Il faut, votre but en fait, c'est de ralentir, ce n'est pas de réduire cette arythmie. L'objectif principal, c'est de ralentir le rythme. Pourquoi ralentir le rythme? C'est pour, on ne sait jamais si le patient, imaginez quelqu'un qui fait de la tachypha pendant 3-4 jours et qui n'a pas été anticoagulé. Ce malade, il risque de développer quoi? Il risque de développer un thrombus dans l'oreillette gauche ou dans l'auricule gauche. Et dès que vous rétablissez le rythme sinusal, ce caillot de sang, il peut monter au niveau du cerveau ou bien même en périphérique, entraîner un accident vasculaire cérébral. D'accord? C'est pour cette raison qu'il faut éviter la cordarone. Par contre, chez notre patient, comme on est sûr que le malade, dès que son arrivée, il a été bien anticoagulé, même si on est à G3 de son syndrome coronaire, on sait qu'il a reçu de fortes doses d'anticoagulation. Donc, la probabilité de développer un thrombus avec toute l'anticoagulation qui a été donnée est minime. Donc, je répète, si vous avez un patient qui n'est pas connu, qui vient dans le cas de l'urgence pour une tachypha, commencez toujours par la dégoxine pour essayer de ralentir. Si vous avez un patient qui est bien anticoagulé,
qui était chez vous, c'est une anticoagulation que vous connaissez, vous êtes sûr qu'il a commencé à développer son TACAFA chez vous, vous pouvez commencer l'accordarone, surtout dans le syndrome coronaire aigu. Et ceci, il a été bien démontré, il a été bien confirmé dans toujours les recommandations de la prise en charge pardon, du syndrome coronaire aigu ST+, dans l'apparition de l'AFA, on vous dit qu'il faut toujours, vous avez le droit de donner de l'accordarone, sauf dans un seul cas, si vous avez une petite tension artérielle. Si vous avez un malade qui fait 60-70 de tension artérielle, là, il vaut mieux éviter l'accordarone parce qu'elle a cet effet inotrope négatif. Elle risque de chuter un peu plus votre tension artérielle. Mettez de la digoxine. Mais comme dans le cas de notre malade, il y a plus ou moins correct à 90, 95, moi, je pense que donner de l'accordarone, ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise chose. Deuxième élément à retenir et à prendre en considération devant une AFA, c'est l'anticoagulation. Et pour assurer une meilleure anticoagulation, vous devriez toujours mesurer la balance entre le risque ischémique de ce patient, le risque thrombotique plutôt de ce patient et le risque hémorragique. Si vous donnez beaucoup d'anticoagulants pour un patient qui ne nécessite pas, vous pouvez facilement balancer vers le côté hémorragique et le malade, il va bien sûr se retrouver avec une hémorragie dans la plus grave, bien sûr, c'est l'hémorragie cérébrale. À côté, si vous ne donnez pas d'anticoagulation pour un patient qui a un Schatzbach vasculaire élevé, vous risquez quoi? Vous risquez de développer un thrombus au niveau de l'oreillette gauche et le malade peut facilement se retrouver, bien sûr, avec un risque embolique aussi bien cérébral que périphérique. Donc, n'oubliez surtout, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de mesurer le risque. Les Schatzbach et Asbres, ce sont des trucs que vous allez retrouver sur le net et vous pouvez facilement calculer, bien sûr, les deux scores, que ce soit le score de Schatzbach ou bien le score de Asbres, en fonction de votre patient, parce que c'est cas par cas, en fonction du patient, vous allez décider de mettre une anticoagulation ou bien de ne pas mettre l'anticoagulation pour votre patient. Est-ce que c'est clair? Donc, je commence la digoxine en première intention pour un patient qui est méconnu. Je ne connais pas. Je n'ai jamais reçu d'anticoagulation. Pour un patient qui est connu, qui a reçu une bonne anticoagulation, que l'AFA, elle est toute récente, là, j'ai le droit de donner de l'accordarone et d'essayer de rétablir le rythme sinusal. C'est bon jusque-là? Est-ce que c'est bon? Il nous reste 15 minutes. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Là, vu l'urgence, pourquoi ne pas réduire? Mais vous allez réduire avec l'accordarone, bien sûr. On peut réduire avec l'accordarone, il n'y a pas de souci. Et si vous avez peur de la tension, vous remplacez votre patient. Mettez un peu de plasma gel, vous remontez vos chiffres tensionnels. Le choc électrique, il n'y a pas d'indication de choc électrique. Zineb, il n'y a pas d'indication. Le malade, il a 9 de tension, 95 de tension, vous ne choquez pas un patient qui a 90 de tension quand même. Vous ne choquez le patient que si il est en état hémodynamique très altéré. D'accord? Si vous avez une tension artérielle imprenable, là, vous choquez votre patient. Sinon, vous n'avez pas le droit de le choquer. D'accord? D'accord, Zineb? D'accord, Zineb Hamidi, il ne m'a pas répondu. Est-ce que vous avez compris? Ok, j'avance. Malheureusement, devant la FA, cette FA, on a donné de la cordarone, elle est restée permanente. Ça veut dire que je n'ai pas pu. Bon, c'est vrai que j'ai ralenti un peu la fréquence, mais je n'ai pas pu réduire complètement mon patient. Donc, je suis devant un patient qui est âgé de 51 ans, qui vient de recevoir un stent sur la coronaire droite, qui est mis sous aspigique Plavix et qui me fait de la FA. Je dois l'anticoaguler. Excellent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé du Syntran. Avant le Syntran, je dois mettre un anticoagulant. Actuellement, vous savez qu'il y a les anticoagulants, il y a deux sortes d'anticoagulants qu'on donne dans la FA non valvulaire. Soit on continue avec les AVK, les antivitamines K, dans le chef de file, le plus utilisé en Algérie, c'est le Syntran. Sinon, vous avez une autre thérapeutique qui est meilleure, ce sont les AOD. Excellent, Omar. Les AOD,
Donc, c'est des anticoagulants qui sont pris par voie orale. Et ces anticoagulants, ils vous permettent quoi? Ils vous permettent d'éviter à chaque fois d'aller faire le dosage d'INR et de TP pour le patient. OK? C'est des médicaments qui sont sûrs actuellement, qu'on peut donner facilement. Le seul inconvénient pour le moment, ce sont des médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais vous allez me dire, monsieur, ce patient, comment je vais donner de l'aspigique, du Plavix et je vais en rajouter soit du Syntran ou bien de l'AOD? Oui, pour le Syntran, bien sûr, si vous allez donner du Syntran, il faut être vigilant. Vous n'allez pas donner du Syntran, vous allez le laisser partir comme ça. Il faut être vigilant pour son INR. L'INR doit être compris entre 2-3 maximum. Vous pouvez utiliser le Préviscan, il n'y a pas de souci. L'INR doit être évalué ou bien doit être, euh, j'allais dire, il doit être contenu entre 2 et 3. Dépasser moins de 2, vous n'avez pas anticoagulé votre patient. Plus de 3, vous avez le risque hémorragique, d'autant plus qu'il y a d'autres antiagrégants plaquettaires à donner. La clairance de la créatinine, elle est bonne. Pour répondre à la question à monsieur, à madame Kimha. Dans ce cas-là, devant ce statut, parce que il me reste quand même quelques diapos, je n'ai pas beaucoup de temps. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai de l'aspigique, j'ai du Plavix et je vais mettre du Syntron. Allez, comment je vais donner cette trithérapie à mon patient? Cette anticoagulation, comment je dois faire? Ou bien, dans quel délai je dois donner cette anticoagulation? Parce que ce n'est pas évident de donner à 51 ans, c'est vrai qu'il est jeune, de donner de l'aspigique, du Plavix et de donner du Syntron, ou bien en OD. Comment vous allez donner? Dans quel délai? Est-ce que vous avez une idée sur le délai que vous allez donner pour cette triple thérapie? Le malade, il est en FA. 6 mois. OK, vous allez donner une triple thérapie 6 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup, tout le monde. C'est beaucoup. 6 mois, vous allez augmenter son risque hémorragique. Alors, faites vite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? 1 mois. Je dirais, oui, 1 mois, c'est pas tout à fait faux. Moi, je me réfère toujours aux recommandations quand je suis bloqué. D'accord? Je reviens toujours aux recommandations de la société européenne et même la société américaine qui ne sont pas très, très différentes des recommandations de la société européenne. C'est presque les mêmes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La société européenne. Là, ils vous disent concernant la téléthérapie. La téléthérapie, ça veut dire que vous allez donner de l'aspigique, du Plavix, du Syntron ou bien OD. Vous allez donner la téléthérapie uniquement pendant la première semaine pour éviter la thrombose du stent. Parce que le stent, il risque de thromboser. Il y a ce qu'on appelle des thromboses suraiguës. D'accord? Pendant les 24 premières heures ou les 48 premières heures, le stent, si vous ne donnez pas de l'aspigique plus Plavix, il risque de se boucher. Et ça, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une triple thérapie uniquement pendant la première semaine. De la première semaine jusqu'à la 6e semaine, je vais arrêter un des deux antiagrégants plaquettaires. Vous avez le libre choix entre le Plavix et l'aspigique. Vous arrêtez un des deux, selon votre choix. Si vous voulez arrêter le Plavix, vous arrêtez le clopidogrel. Si vous voulez arrêter de l'aspigique, vous allez arrêter l'aspigique. Donc, vous allez associer quoi? Vous allez associer un antiagrégant plaquettaire avec un AOD ou bien un antivitamine K pendant 6 mois. Au-delà de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de juger. Si vous allez juger que le risque ischémique, ça veut dire que le patient, comme le cas de notre patient, il y a des sténoses qui sont très importantes, il y a des plaques, même si elles ne sont pas serrées, le risque ischémique, il est important. Là, moi, je vous propose ou je vous conseille de continuer pendant au moins une année cette double anti-agrégant plaquettaire, et une fois arrivé 12 mois, vous allez arrêter cette fois-ci l'antiagrégant plaquettaire, vous ne gardez uniquement l'AOD ou bien le syndrome. OK? Par contre, si vous avez un risque ischémique qui est très important, le risque ischémique n'est pas important, d'accord? Vous avez une seule sténose qui a été traitée favorablement par un stent. Là, vous pouvez déjà à 6 mois arrêter cette double anti-agrégation plaquettaire et donner uniquement soit le syntron, soit du syntron, soit l'AOD. Vous savez que maintenant, sur le marché, il y a 3-4 AOD qui sont disponibles, malgré qu'ils ne sont pas, bien sûr, remboursés. C'est clair?
Est-ce que c'est clair? OK. Le traitement initial de l'hypertension, est-ce que vous pensez, parce que vous vous rappelez que le malade il a fait un AVC hémorragique et on a donné du diltiazem. Ce patient était diabétique, il était fumeur et il avait beaucoup de facteurs de risque, surtout le diabète. Est-ce que vous pensez que l'inhibiteur classique, c'est un traitement de choix pour un patient qui est diabétique, pour son hypertension artérielle? Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous aurez donné comme traitement? Faites vite, s'il vous plaît, il me reste 10 minutes. Madame Gougan, elle va me bloquer. Excellent. Les UEC, les ARA2, très bien. Le traitement de choix d'une hypertension chez un diabétique, ce sont les ESC et les ARA2. Ce n'est pas le diltiazem. Notre cardiologue est là, j'allais dire, bon, il a donné ce qu'il a donné, mais bon, on n'est pas. Recording in Penché progress. en avant. On n'a pas de signe droit, la tension elle est bonne, on fait un ECG et on voit sur le ECG un aspect excellent. Déjà, il y a des gens qui sont en avance par rapport à mes questions. Vous voyez qu'il y a un sus-décalage dans toutes les dérivations. Recording in de, progress. de meilleurs qui me donnent même le diagnostic. Ce malade, il a fait un syndrome de Dressler. 3 semaines après. Donc, quelle est l'anomalie électrique? C'est un sus-décalage d'une péricardite aiguë. Quel est votre diagnostic? Vous l'avez déjà dit, c'est un syndrome de Dressler qui est vu 3 semaines après un infarctus du myocarde. À quoi est dû ce syndrome de Dressler? Est-ce que quelqu'un peut me dire pour la cause de ce syndrome de Dressler, s'il vous plaît? Il me reste 5 minutes avant de donner la main à Mme Gauguin. À quoi est dû ce syndrome de Dressler? Antécédent des diabètes, c'est dû à quoi sur le plan physiopathologique? C'est dû à quoi? C'est pas la fibrose, c'est inflammation. Très bien. C'est une inflammation qui est due à quoi? C'est une inflammation qui est due à quoi? C'est une inflammation du péricarde qui est due à quoi? C'est pas viral, c'est pas viral. On est dans l'infarctus. Oui, c'est l'ischémie. Mais c'est dû à quoi? L'inflammation du péricarde. C'est juste l'ischémie et l'infarctus. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi il y a une inflammation? Parce qu'il y a une réaction auto-immune qui s'est développée. Immunologique, bravo. Bravo, Hawaï. C'est une réaction immunologique. C'est une réaction ce sont des anticorps qui sont allés se développer contre la nécrose et réparer cette nécrose. Et en même temps, comme la nécrose, elle est accolée, vous avez le feuillet. Le péricarde, c'est un double feuillet. Un feuillet au niveau de la paroi viscérale et un feuillet au niveau de la paroi pariétale. Celui qui est accolé à la paroi viscérale, bien sûr, il sera touché par cette réaction auto-immune, les anticorps qui vont attaquer, qui vont créer cette inflammation. Et cette inflammation va créer quoi? Elle va créer une inflammation du péricarde qui sera à l'origine de cette péricardite. Est-ce que c'est clair pour le syndrome de Dressler? Je finis ma présentation par une question. Qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous allez proposer comme traitement pour ce patient? Tout en sachant que ce patient, il est sous une double anticoagulation, à savoir donc un antiagrégant plaquettaire et un AOD. Des corticoïdes, c'est pas faux. Très bien, des corticoïdes, c'est juste, on peut donner des corticoïdes.
Mieux encore, qu'est-ce qu'on peut donner? Excellent, excellent, excellent. C'est de la colchicine. Les anti-inflammatoires, moi, je vous les déconseille. Je viens de vous dire que le patient, il est quand même sous double anticoagulant. Si vous allez rajouter d'un anti-inflammatoire, vous risquez quoi? Vous allez potentialiser l'effet des anticoagulants et vous allez augmenter le risque hémorragique qui sera beaucoup plus important avec les ANS. Donc là, ce que je vous recommande, ce que je vous propose, c'est de mettre soit de la corticothérapie ou bien mieux encore, la colchicine qui a cet effet anti-inflammatoire et le malade qui a des péricardites, même une péricardite d'origine virale, ça répond très, très, très bien. D'accord? La colchicine, quand vous l'ajoutez à l'aspirine, généralement, ça donne d'excellents résultats. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin sur mon cas clinique d'un patient qui a été intubé, ventilé. Donc, le message que je voulais vous transmettre ce matin, c'est quand vous recevez un patient qui vous fait un arrêt cardio-circulatoire, arrêtez d'envoyer systématiquement le patient pour faire des coraux. On en voit que si le malade il a un ST+. Le deuxième message, c'est le diagnostic. Quand vous êtes devant un ST+, il faut toujours les images en miroir. Troisième message, c'est les troubles conductifs. Sachez le trouble conductif, si vous êtes dans une zone où vous ne disposez pas de salle de cathé, mettez de l'Esuprel et envoyez immédiatement votre patient vers une salle de cathétérisme cardiaque. Quatrièmement, c'est l'anticoagulation. Si vous avez une AFA d'origine ischémique, toujours l'anticoagulation, il faut faire attention chez ce malade, soit pour la réduction, soit pour le ralentissement. Donnez de la cordalone si vous êtes sûr que le malade n'a pas eu le temps de développer un thrombus, parce que la cordalone, en plus de son effet antiarythmique, sachez qu'il a un effet anti-ischémique, mais sinon, en moindre doute, mettez de la dégoxine juste pour ralentir la fréquence, même si le patient garde son FA. Enfin, l'anticoagulation chez un patient qui a stenté, qui est en FA, vous commencez la première semaine par une triple thérapie, une triple anticoagulation. À partir de la première semaine, vous allez passer à une double anticoagulation, à savoir un antiagrégant plaquettaire plus un antivitamine K ou bien un AOD de votre choix. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin pour mon cas clinique. Je vous remercie de m'avoir bien écouté. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je vous écoute. Je Je passe pense la qu'il y a parole à des Madame questions, Boudem. mais professeur, moi j'ai une question pour vous. Est-ce Une question pour que moi? vous les trouvez comment? Vous les trouvez comment après cette série de formations sur le Excellent. ST+? Il y a Ça va? certains de mes confrères, je suis étonné. Je suis Ah, étonné par leurs réponses. Franchement, je d'accord. suis tout Donc il y a content. une assimilation après la série de formations qui a été Excellent. Il faite. y a certaines excellentes. Alhamdulillah. Il y a certes quelques collègues que les choses ne sont pas encore très claires dans leur tête, mais dans la majorité des cas, honnêtement, je les félicite. Je les On félicite. compte sur vous et toute l'équipe pour incarcérer ça dans leur cerveau et Voilà. essayer Inch'Allah, de les Inch'Allah. aider au Je ne sais pas maximum. d'abord, c'est à eux de me dire est-ce que le cas clinique, j'allais dire, il était bon pour eux. Est-ce qu'il était, Oui, oui, mais je pense que attendez, là, est-ce qu'il était il instructif? vous Est-ce qu'il était remercie pédagogique? énormément. Est-ce qu'il était pédagogique? Est-ce qu'il était instructif? Oui, 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 vraiment, il y a Saha. Il y a professeur Benchabi qui veut partir. Professeur Benchabi, on vous remercie énormément. Allumez votre micro, activez le micro. Très bien. Là, j'ai des échos de mes confrères qui me disent qu'il était très instructif. Oui, il Et était ça, très ça me fait plaisir et je instructif. suis très content. Je suis très content. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute.